Dans le nord-ouest de l'Inde, à 5 heures de route de Delhi, le Shekhawati est une province de dunes et d'acacias à l'écart des grandes villes. Pourtant, c'est ici que se sont échangés, entre les 16e et 20e siècles, de l'or, de l'opium, du coton et des épices. Grâce aux caravanes qui traversaient la région, les marchands du Shekhawati ont amassé en quelques années d'immenses fortunes avec lesquelles ils ont fait sortir de terre d'étonnantes villes peintes. Dans la maison peinte de la famille Parmeshwari, tous les matins débutent de la même manière. Pendant que le petit déjeuner se prépare, c'est l'heure de nourrir la perruche. Un lien très fort unit ses habitants à leur demeure. La perruche est comme moi, elle ne quitte jamais la maison. Cela fait 65 ans que j'habite ici, depuis que j'ai rejoint la famille de mon mari. Des maisons comme celle-ci, il y en a plus de 10 000 disséminées sur un territoire minuscule, toutes bâties entre 1670 et 1930. Sur leurs murs, c'est la vie quotidienne de l'Inde qui se dessine. On y découvre de nombreux dieux indiens, mais aussi quelques drôles de représentations des colons britanniques et même un étonnant Jésus-Christ fumant le cigare. Aujourd'hui, si la splendeur des marchands du Shekhawati fait partie de l'histoire, leur héritage culturel, lui, se découvre sur les murs de ces maisons, véritables galeries de peinture à ciel ouvert cachées au cœur de la campagne indienne. Le matin, sur la route qui mène à la petite ville de Mansar, on peut croiser des silhouettes semblant tout droit sorties du XVIIe siècle. À l'époque, le Shekhawati n'est alors qu'une région agricole coincée entre les puissants royaumes de Jaipur et de Bikaner. Les chemins y sont infestés de brigands. Cette insécurité empêche tout développement. Alors les seigneurs locaux bâtissent des places fortes. Et la population commence à s'installer, comme ici, à Mansar. Ce n'est qu'après 1730 que la population a commencé à se sentir en sécurité. C'est à ce moment-là que les premiers commerçants s'installent dans de petites maisons comme celle-ci. En bas, derrière moi, c'est l'entrée qui donnait sur la première cour, celle où l'on recevait les invités, les étrangers. À cause de l'insécurité, les maisons n'avaient pas d'ouverture vers l'extérieur. Dans ce contexte plus sûr, les premiers commerçants à s'installer sont les Marwaris, originaires du sud du Rajasthan. Attirés par l'absence de taxes, ils comprennent que l'emplacement du Shekhawati sur les routes des caravanes peut leur faire gagner beaucoup d'argent. À partir de 1815, ils commercent avec les Britanniques de la Compagnie des Indes. Ils se sont enrichis très rapidement. Et grâce à leur lien avec la Compagnie des Indes, ils ont obtenu des Anglais la formation d'une armée locale, la Shekhawati Brigade. À partir de 1850, la sécurité est rétablie. Et c'est à ce moment-là que les marchands commencent à faire étalage de leurs richesses. Avec la sécurité, s'ouvre un véritable âge d'or pour les marchands. Les voilà pris d'une folie bâtisseuse. La région se couvre de villes aux bâtiments élégants. Mansar devient une véritable cité. Une de ces familles de marchands, les Podar, s'y fait construire une demeure singulière. Ils faisaient du commerce jusqu'en Chine, principalement de l'opium et de la soie. Ce type de maison s'appelle une haveli. C'est une habitation formée par une enceinte close où vit toute la famille. Cette haveli, c'est la Soneki Dukan. Si de l'extérieur, ces hauts murs aux couleurs passées n'attirent pas l'attention, l'intérieur, lui, est une véritable merveille. Cette pièce, le Betak, est un salon et une boutique à la fois. Sur les murs, des scènes de bataille,
des textes sacrés indiens ou encore la ville de Jaipur, la capitale royale. Les marchands veulent imiter les rois locaux, les Maharajas. Alors pour montrer leur richesse, ils font décorer leur maison par les artisans royaux. Les maîtres du Shekhawati devaient payer des taxes à l'État de Jaipur. C'est là-bas qu'ils ont découvert le travail des artisans royaux. Ils ont réussi à les attirer jusqu'ici. Et comme ces marchands étaient très riches et qu'ils échangeaient de l'or, de l'opium, de l'argent, ils ont eu l'idée d'utiliser l'or comme ornementation, comme ici. Et c'est pour cette raison que cette Haveli se nomme Soné Ki Dukan, la boutique dorée. Pour orner cette pièce, plus de 7 kilos d'or ont été fondus et appliqués sur les murs. Mais si ce bétac est orné à foison, la décoration du reste de la maison ne fut, elle, jamais achevée. La disparition d'une caravane d'opium a ruiné la famille et les portes de la Soné Ki Dukan se sont refermées durant près d'un siècle, conservant intact l'éclat de ses peintures pour les visiteurs d'aujourd'hui. Depuis Mansar, 1 heure de route dans un paysage aride suffit pour rallier Fatehpur. Cette bourgade regroupe quelques-unes des plus belles havelis de la région. Joël Cadiou y est installé depuis 20 ans. Le premier sentiment que j'ai eu en arrivant ici, c'est d'un voyage dans le temps. Côté magique, moi en tant que photographe déjà, qui avait déjà travaillé un petit peu en Inde, j'ai été émerveillé par l'architecture moghole et le côté 1001 nuits. Moi, ça m'a fait tout de suite rêver, j'ai toujours été touché par ça. Située en plein cœur de Fatehpur, la Haveli Le Prince a été bâtie elle aussi au milieu du 19e siècle. Mais ici, ses propriétaires ont eu le temps et l'argent d'aller jusqu'au bout de leur folie architecturale. Des fresques monumentales représentant des éléphants encadrent l'immense porte en teck. Comme toutes les Havelis de la région, la maison de Joël est organisée autour de cours à l'usage bien spécifique. Une Haveli, c'est en même temps une maison et aussi un lieu de business. Donc c'était les deux associés. Alors ici, on se trouve dans la cour des hommes. On a 2 alcôves avec des pièces fermées, une cour centrale. L'alcôve qui était décorée par des fresques était le lieu pour recevoir pour le business. Donc c'était très important d'impressionner par la qualité des fresques. L'ornementation florale est directement inspirée de l'art moghol. Ces puissants empereurs venus de Perse qui régnèrent sur l'Inde du Nord durant 3 siècles. Pour les personnages, les artisans puisent leur inspiration dans la peinture indienne traditionnelle. Alors le trésor de cette Haveli sont ces fresques représentées par des ornements et des représentations figuratives. Comme on peut voir ici à ce niveau, qui sont des représentations de la vie quotidienne avec les personnages. Et plus on monte, on arrive à un moment donné sur les représentations mythologiques, religieuses, qui font tout le tour et qui amènent vers le ciel. Si la première cour, celle des affaires, est la plus richement décorée, la seconde cour, celle des femmes, n'est pas en reste. Seuls les membres de la famille y accédaient. À l'époque, les femmes avaient très peu accès à l'extérieur, voire jamais. Et donc, ils ont eu l'idée de représenter sur les fresques toutes les scènes de la vie extérieure. On a la Shekhawati Brigade, des défilés de l'armée britannique, des scènes de maternité aussi. C'était très important parce que c'était pour montrer le devoir des filles. Et on en découvre en continu. Moi, j'ai mis plusieurs années. J'ai eu des amis qui sont venus, qui m'ont parlé d'une fresque que je n'avais même pas remarquée tellement il y en a. Mais comment, dans une région où le soleil brille toute l'année, ces peintures ont-elles gardé leur éclat? Leur secret,
réside dans le support sur lequel elles ont été faites. La base, c'est de la poudre de marbre. Et c'est vrai que le marbre était le matériau le plus noble en Inde, mais au Shekhawati, malheureusement, il n'y avait pas de marbre et c'était très difficile d'acheminer le marbre dans la région. Alors pour imiter ce matériau, leurs artisans trouvent la recette magique qui se transmet de génération en génération. De la poudre de marbre, un soupçon de chaux, un peu de poudre de coquillage et du yaourt pour lier le tout. Cela donne de l'araïch, cette matière blanche parfaite pour peindre et qui, en séchant, emprisonne les couleurs. Finalement, cette couche est polie avec une pierre d'agate et donc ça la rend extrêmement lisse et brillante. Et on peut vraiment voir les reflets sur la surface. Spécialiste de la restauration de fresques, Cécile Charpentier forme de jeunes Indiennes à la préservation des peintures des Haveli pour le Shekhawati Project. Elle nous emmène à la découverte de la Singhania, la plus belle demeure de Fatehpur. Ici, vous pouvez voir que l'araïch est devenu très noir. Alors, en particulier autour de cette porte, parce qu'à l'époque, c'était la cuisine. La Singhania date de 1855 et elle n'est plus habitée depuis 20 ans. Avec le temps, la poussière a recouvert ces peintures éclatantes. Les pigments utilisés sont surtout des pigments qui proviennent de la région au départ. C'est-à-dire que c'est des terres pour faire les bruns, les ocres. Le jaune vif, en fait, il provient de l'urine de vache qui était nourrie par les mangues. Et donc on a un jaune qui est un petit peu un jaune orangé. Des Haveli vont sortir de terre jusque dans les années 1930, influencés par les styles architecturaux en vogue. Les peintres s'adaptent aux nouvelles inventions. Les chevaux laissent place aux voitures et à de drôles de Britanniques à moto. Même les dieux sont remplacés par les stars de cinéma. Longtemps négligé, ce patrimoine est peu à peu redécouvert par les Indiens comme par les visiteurs qui n'hésitent plus à pousser les portes des merveilleuses Haveli peintes du Shekhawati.